Donc merci à tous d'être venus ce soir avec le temps qui n'était pas si évident que ça, mais bon, les routes sont bonnes, on peut quand même faire cette conférence. Alors, je m'étais déjà présenté quand j'ai fait la conférence de Ballersdorf. J'en refais juste une toute petite. Ça fait 22 ans que j'ai publié mon premier livre. À l'époque, les livres que j'écrivais, c'était surtout la retranscription de ce que je trouvais dans les archives, et puis c'était illustré avec des cartes postales que m'avaient prêtées des collectionneurs locaux. Mes premiers lecteurs étaient surtout des personnes qui avaient vécu pendant la première moitié du XXe siècle, donc du moins une partie de leur vie, et la lecture de ces livres leur a souvent réveiller des souvenirs qu'ils avaient enfuis volontairement ou involontairement. Beaucoup de portes se sont ouvertes, beaucoup de témoignages ont suivi. Aujourd'hui, on a un peu changé de génération, puisqu'une génération c'est 25 ans à peu près. Beaucoup de ces gens-là ne sont malheureusement plus là. J'ai changé aussi un peu ma façon d'écrire en utilisant beaucoup leurs témoignages pour continuer un peu à les faire vivre. Et donc voilà les deux derniers livres que j'ai écrits. Anna, la mémoire d'une frontière, donc il y a marqué roman dessus. C'est quand même pas des romans à l'eau de rose, la base historique reste présente. Par contre, quand on met des témoignages dedans, on n'est plus dans le vrai livre d'histoire, malheureusement. Alors ce soir, je vais vous présenter une conférence un peu différente de celle que je vous ai présentée jusqu'à présent. Je vais vous emmener faire une promenade d'une centaine d'années. Pour bien la suivre, voilà, je pense qu'il faut partir un peu sur cette phrase et se dire, si j'étais né en 1910 dans un village du Sungo, qu'est-ce qui me serait arrivé? Alors, à l'époque, en 1910, bien sûr, aucun parent ne se serait douté en mettant un enfant au monde. C'était une époque quand même où il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité. Que les enfants qui allaient naître allaient être des enfants qui allaient vivre une centaine, alors s'ils avaient la chance de vivre 100 ans, mais de vivre une centaine d'années très riches en progrès, en événements, mais aussi en drames. Alors, si j'étais né à Dannemarie en 1910, je serais né allemand. Puisque le Sungo était, comme l'Alsace, était allemand depuis 1872. Et si je voulais rendre visite si mes parents voulaient me présenter justement à mon oncle qui habitait à Chavannes-les-Grands, j'étais obligé de passer par la douane qui se situait du côté de Magny. Parce que Chavannes-les-Grands, c'est aussi le Sungo, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Sungo belfortain, mais c'était un village comme Réchésy, comme Le Puy-Neuf, comme Suars, qui était resté français. Donc il y avait des familles qui habitaient dans ces villages, mais ils étaient séparés par des frontières. Et donc on était obligé de passer par une douane. Donc vous voyez bien le panneau de douane avec l'aigle allemand. À cette époque, ça passait, il n'y avait pas de... Les gens pouvaient passer, pouvaient rendre visite à leur famille, il n'y avait pas de souci. Alors là, on voit une petite carte du Sungo, donc on voit bien les villages qui étaient allemands, et puis plus à gauche, vous voyez donc Chavannes-les-Grands, Chavanades, Faverois, tous ces villages qui sont aussi le Sungo, mais qui sont restés français. Si j'habitais à Dannemarie, en 1910, j'aurais aussi pu prendre le train et puis monter jusqu'à Fettrouze. Alors pourquoi Fettrouze? Parce que là, on était sur un endroit aussi assez intéressant. Là, on se retrouvait avec une frontière qui reliait trois pays. Donc la Suisse en jaune,
l'Allemagne en vert et la France en rose. Ça veut dire qu'une famille pouvait avoir du monde, des frères, des sœurs, qui pouvaient vivre à Fétrouze, à Richézy ou à Beurnevézin, donc à 3-4, même pas 3-4 km de distance, et qui étaient de nationalités différentes. Ici, on voit la borne des trois puissances. Donc c'est l'endroit où... Alors bien sûr, on est sur des photomontages, hein, les douaniers n'étaient pas non plus toujours en train de fêter. Hein. Donc on voit bien sûr des Suisses, des Allemands et des Français. Donc ces fameux gardes frontières. À cette époque, l'Alsace, en Alsace, on avait beaucoup de fonctionnaires qui venaient d'Allemagne. Les frontières étaient aussi propices à la contrebande. Beaucoup de gens faisaient du trafic d'allumettes, de tabac, de viande, d'alcool, de tout ce qu'on pouvait trafiquer à cette époque-là. Et c'était des gens qui connaissaient parfaitement tous les chemins dans les forêts et qui se faisaient un peu d'argent en pratiquant la contrebande. Et il n'était pas rare de voir un contrebandier qui se faisait arrêter par un douanier qui était un membre de sa famille. Il y a plein d'histoires comme ça. J'ai utilisé ça un peu pour un livre. Donc c'était fréquent. On pouvait avoir dans la même famille un contrebandier, un douanier. Donc les repas de communion étaient toujours assez animés. Cette paix, cette tranquillité n'a pas duré, puisque en 1914, le ciel a commencé à s'assombrir dans la région et les hommes ont été mobilisés. Donc là, on voit deux photos. Donc j'ai exprès pris ces deux photos pour montrer. Pareil, on peut dire qu'on reste dans ces villages, hein, d'Anne-Marie et puis Chavannes-les-Grands. À gauche, vous avez le Sungovien qui part dans l'armée allemande, et à droite, vous avez le Sungovien qui est mobilisé dans l'armée française. La tranquillité sungovienne commence à disparaître, puisque le Sungo reste quand même le théâtre des premières opérations de la Première Guerre mondiale. Alors on trouve des témoignages, hein, c'est pas rare que des gens avaient écrit qu'ils voyaient passer des cavaliers français le matin et des cavaliers allemands l'après-midi. Ça bougeait beaucoup à cette époque-là. Il y a eu 2 offensives sur Mulhouse, il y a eu une bataille à Altkirch, il y a eu la bataille du Moulin de la Caille, il y a eu une bataille à Chavannes-les-Grands. Le mois d'août a été vraiment très très fort en bataille. Et puis, à la mi-octobre 1914, le front s'est stabilisé. Donc, pour celui qui est né en 1910, voilà, il a 4 ans, il ne voit pas son père, mais le front se stabilise. Il y a plein de nouveaux hommes qui arrivent dans la région, qui creusent des tranchées et qui commencent à vivre avec la population. Alors ici, on est au 1er janvier 1915, et puis les autorités françaises présentent leurs vœux aux habitants de Sepp-Walbach. Donc on voit les enfants, il y a des femmes, et puis il y a des personnes plus âgées, puisqu'il n'y a plus d'hommes dans les maisons. Alors ça se passe très bien. La fin de l'année 1914 et les premiers mois de l'année 1915 se passent très bien. La cohabitation entre civils et militaires se passe relativement bien, jusqu'à la fin de l'année, où les Allemands ont prévu de lancer une offensive. Et là, on a quand même les villages qui se situent le plus près du front. Donc il faut savoir que la frontière a aussi changé à ce moment-là, hein, puisque
tous les villages qui se trouvent sur la rive gauche de la Largue ont été occupés par l'armée française, plus la Ritzen, alors que les autres étaient occupés par l'armée allemande. Et ces bombardements, ils ont été, ils ont été assez violents, et il y a eu des victimes civiles. Donc les autorités ont décidé d'évacuer la population au mois de janvier 1916. Alors ici, c'est une photo, vous voyez, d'Anne-Marie. On reconnaît bien. Hein. Donc là, voilà comment partaient les gens. Alors il y a eu des gens qui sont partis par des convois militaires, et puis d'autres sont partis par leurs propres moyens pour emmener un peu plus de matériel. Mais des charrettes comme ça n'arrivaient pas toujours à bon port. On voit aussi le cheval qui mangeait pas trop à sa faim non plus. Hein. Cette période a été, pour moi et dans mes recherches, une période qui a beaucoup marqué la région et qui a suivi très longtemps. Toutes les personnes qui étaient occupées donc, par l'armée française, donc tous les villages de Fettrouz, Seppois, Überstrasse, jusqu'à Dannemarie, et qui ont été évacués en France, ont été obligés de parler le français. Alors que les gens qui habitaient du côté de Hirzbach, Karspach et dans tous les autres villages, Bizel, sont partis en Allemagne. Et eux ont continué à parler l'allemand. Cette différence se sentira longtemps parce que les jeunes qui sont partis, donc justement ceux qui sont nés en 1910, qui avaient 6 ans à l'époque, là on les voit avec un instituteur, l'instituteur à côté. Ils se retrouvent, par exemple, je prends le cas de ma grand-mère, elle se retrouve à Fafan, donc elle va à l'école à Fafan. Elle apprend le français, elle a 6 ans, elle apprend le français et elle parle parfaitement le français. Alors que sa cousine qui devait habiter du côté de... Alors bon, la cousine elle est fictive, hein, puisqu'il n'y en avait pas, qui habitait du côté de Bizel, elle était en Allemagne, elle ne savait parler que l'allemand. Et ça se ressentira après la guerre. Alors la vie des évacués... Donc bien sûr, il y a quand même le déchirement, hein, le père n'est pas avec, c'est souvent la mère avec les enfants. Et certains sont évacués sont recueillis dans de la famille, alors que d'autres sont recueillis par des familles d'accueil. Pendant ce temps-là, la bataille fait rage donc dans les villages évacués. La guerre va durer jusqu'en 1918, jusqu'au 11 novembre 1918. Mais cette fin de guerre ne sera pas le retour des gens dans les villages. Parce que les villages ont été énormément détruits, il y a eu beaucoup d'obus qui sont tombés, donc il aura fallu une période de déminage. Les maisons sont détruites aussi, bien sûr, hein, donc il faut une période de déminage, il faut qu'un service passe aussi pour donner des dommages de guerre, pour indemniser les gens pour pouvoir repartir. Et puis le retour au village, bien sûr, il est attendu par les personnes d'un certain âge, mais il n'est pas forcément attendu par les enfants. Hein. Ceux qui sont nés justement en 1910 ont 8 ans à l'époque, ils ont vécu 2 ou 3 ans en évacuation. Pour eux, leur village n'est plus leur village d'origine, leur village est devenu le village d'accueil. Vous voyez, donc les maisons détruites. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises. On retrouve beaucoup de photos avec des numéros. C'est des maisons qui ont été expertisées et où l'État a décidé de donner tant et tant d'argent pour la reconstruction. À leur retour d'évacuation,
les familles peuvent se retrouver. Si le père est rentré de guerre, donc les familles vont se retrouver. Si le père n'est pas rentré de guerre, forcément, il y aura des veuves. Beaucoup de femmes vont aussi vivre avec des maris qui sont estropiés, qui ont été blessés à la guerre. Mais d'une façon ou d'une autre, il faut reconstruire, il faut refaire. Alors, le premier grand problème qu'il y a eu, c'est la langue. Alors ceux qui étaient de Bisel, qui sont revenus, qui retrouvent leur père qui a été soldat allemand, eux, ils ont été évacués en Allemagne, il n'y a pas de souci, les enfants peuvent parler avec leur père. Par contre, pour ceux de la vallée de la Largue, qui ont été évacués en France, c'est différent. Vous prenez le cas de ma grand-mère, qui elle est née en 1913, pas en 1910, mais en 1913. Elle a été à l'école française à Fafan. Quand elle est revenue, elle savait parler le français. Son père a eu la chance de survivre à la guerre. Lui ne savait parler que l'allemand. Donc ça, c'est aussi un point qui est vraiment unique dans la région, quoi. Alors la vie, il fallait défricher. Il fallait remettre les terres en état. Les terres n'avaient plus été travaillées pendant 4 ans. Il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu des morts, puisque aujourd'hui encore on remonte des obus. Mais à l'époque, les obus étaient à fleur, il y en avait. Et donc il y a eu des accidents, mais les familles n'avaient pas le choix, il fallait construire. Ce qui s'est aussi passé à cette époque-là, donc la France, comme les autres pays d'Europe, avait perdu beaucoup d'hommes. Et les familles ont décidé de refaire beaucoup d'enfants. Donc il y a eu énormément de naissances au début des années 20. Le retour de guerre a été une période très très riche en naissances. Mais la vie a repris le dessus. Les gens ont revécu, ils ont vécu pauvrement, puisque le Sundgau restait quand même une région très agricole, où les gens vivaient sur une sorte d'autosuffisance, ils vivaient de leur récolte, donc si c'était une bonne année, ils vivaient à peu près bien, si c'était une mauvaise année, c'était beaucoup plus compliqué. Mais ça n'a pas empêché de refaire sa communion, ou de passer son certificat d'études. Donc ça, c'était l'année des 13 ans. Pour celui qui est né en 1910, ça s'est passé en 1923. Le nombre d'enfants et le manque d'argent ont quand même obligé les familles à prendre des décisions. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que souvent, l'aîné de la famille a été, entre guillemets, sacrifié, parce qu'après le certificat d'études, on arrêtait. À 13 ans, c'était terminé. Il y avait très peu de gens qui pouvaient faire des études supérieures, surtout à la campagne. Donc souvent, l'aîné était envoyé en ville, dans des familles bourgeoises, pour exercer le métier de bon à tout faire. Alors bon à tout faire, c'est pas du tout péjoratif. Bon à tout faire, ça a été employé jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Après, on est passé sur employé de maison, etc., etc. Mais à l'époque, on disait, c'est une bonne à tout faire. Donc la bonne à tout faire, elle faisait la cuisine, elle s'occupait des enfants, elle faisait le ménage, elle faisait les commissions, elle faisait tout ce qu'il y avait à faire dans ces familles riches. Voilà, ça c'est une famille de l'époque. Donc vous voyez, le père, la mère, bien sûr la grand-mère, puisqu'ils vivaient dans la même maison, et puis tous les enfants. Donc ça faisait quand même du monde à nourrir. Voilà. Donc les filles sont envoyées en ville, et puis là on envoie une à Paris, déjà un peu plus âgée, qui exerce le métier de bonne à tout faire. Alors cette génération, comme je l'ai dit avant, c'est une génération qui a aussi eu une enfance de sacrifier. Elle n'a jamais été enfant. Les personnes qui sont nées
un peu avant la guerre, n'ont jamais été des enfants, n'ont jamais été des adolescents. Ils ont toujours été des gens qui ont dû s'adapter à l'époque à laquelle ils vivaient, et ils ont été obligés de prendre des responsabilités très tôt. Il n'était pas rare de voir une fille de 10 ans s'occuper de ses petits frères et de ses petites sœurs. Alors le choc, pour elles, il a été violent. Elles ont été évacuées, mais elles ont été évacuées à la campagne. Elles n'ont connu que la campagne. Et puis les villes des années 20, c'est les années folles, c'est autre chose. Donc elles quittent un monde très agricole pour retrouver un monde complètement frivole, complètement extraterrestre pour elles. Elles quittent un monde où elles connaissent leurs mères qui ont des cheveux longs, qu'elles remontent toujours en chignon, des robes longues qui raclent le sol, pour se retrouver avec des femmes qui ont une coupe à la garçonne, qui sont habillées différemment, qui fument. Alors le tabac, ça, elles ne connaissaient pas du tout, bien sûr. Voilà, donc elles découvrent un autre monde, elles s'habillent différemment. Certaines ne reviendront plus dans les villages. Certaines se marieront en ville, feront leur vie en ville. D'autres, alors, certaines ne seront pas restées dans les familles non plus, parce que certaines étaient dans des familles très très bien, d'autres étaient dans des familles très mal. Voilà, il y avait des patrons qui étaient très humains, il y avait des patrons qui vraiment ont été beaucoup plus loin, quoi. Donc certaines ne sont pas revenues. Quand elles sont revenues pendant les années qu'elles ont travaillé, elles étaient des étrangères. Donc elles étaient des étrangères chez leurs patrons, mais elles étaient aussi des étrangères chez eux. Parce que leurs petits frères et leurs petites sœurs, ils voyaient en elles une dame de la ville qui arrivait, quelqu'un qui était habillé différemment, qui avait une façon de s'exprimer différente, et puis ils ne la connaissaient pas forcément. Donc il y a eu, je pense qu'elles ont vécu une période assez difficile. Mais quoi qu'il en soit, qu'elles soient revenues ou pas revenues, en 1939, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Alors pour celles qui sont revenues dans le Sungo, c'était le retour à la nationalité allemande. Alors au début, bien sûr, il y avait les soldats français, il y avait la drôle de guerre, la garde au Rhin. À ce moment-là, les gens se sentaient protégés, mais la ligne Maginot n'a jamais été, bien sûr, franchie, mais par rapport à une armée allemande qui a su contourner, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, du jour au lendemain, ces gens-là se sont retrouvés allemands. Donc là, on voit Altkirch qui n'a pas changé, qui reste toujours pareil. Il y a juste le drapeau qui n'est plus d'actualité, quoi. Alors, qui dit allemand, dit de nouveau reparler l'allemand, de nouveau prendre un prénom allemand, respecter des lois allemandes, etc., etc. Alors, né en 1910, ça veut dire on est en 1939. C'est des filles qui ont 29 ans. Cette période de guerre, voilà, ils vont s'adapter. L'homme s'adapte à tout. Donc ils vont s'adapter à cette période de guerre. Mais cette fois-ci, à la place de voir partir leur père à la guerre, à la Première Guerre mondiale, elles vont voir partir justement ces petits frères qu'elles ont eus, qui sont nés après les années 20, sous l'uniforme allemand d'incorporés de force. Alors certains vont s'évader en Suisse, d'autres vont être incorporés de force. Qui avait raison, qui avait tort, aujourd'hui on ne peut pas le dire, parce que ces hommes-là, ils avaient quand même un sacré cas de conscience. Ils étaient français, ils avaient envie de rester français,
Mais ils savaient très bien que s'ils partaient en Suisse, ils risquaient de faire déporter leur famille. S'ils portaient l'uniforme allemand, mais ils avaient des grandes chances de ne pas rentrer. Donc là, l'histoire va dire, voilà, il y a eu des incorporés de force, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dedans et se dire, qu'est-ce qui leur est passé dans la tête, comment qu'ils ont vécu les semaines, les jours avant leur incorporation de force. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup dormi, et ainsi que leur famille, et puis que le choix était très difficile. Un choix qui s'imposait, bien sûr. Il y a eu 130 000 incorporés de force, 40 000 ne sont pas revenus. Donc toutes les familles, beaucoup de familles alsaciennes, ont de nouveau été meurtries. Alors il y a souvent eu un mort à la Première Guerre, un mort ou un disparu à la Deuxième Guerre. Donc ça a été violent quand même. Après, il y a eu, bien sûr, la guerre s'est terminée, puisque tout se termine, heureusement. Ça a de nouveau été l'euphorie. L'Alsace est redevenue française. Donc, les gens allaient retrouver cette nationalité. Ça veut dire qu'à 35 ans, ces filles-là étaient nées allemandes en 1910, étaient redevenues françaises après la Première Guerre mondiale, étaient redevenues allemandes en 1940 et redevenaient à nouveau françaises. À 35 ans, ça fait beaucoup, quoi. Avoir vécu 2 guerres à 35 ans et avoir changé 4 fois de nationalité, c'est quand même beaucoup. Alors, et puis après, il y a eu les années d'après-guerre. Là, on ne sait pas, on part dans des années différentes. Le travail reprend, la vie reprend, on veut oublier la guerre. Certains veulent l'oublier, mais certains ne l'oublieront pas. Les femmes, elles ont pu être bonnes à tout faire pendant des années. Elles se sont mariées et elles vont rester à la maison. On va rentrer dans une longue période de femmes au foyer. Beaucoup de nous ont connu leur mère au foyer, tout simplement. Le père travaillait et la femme restait au foyer. C'est aussi une période, l'après-guerre, c'est aussi une période du souvenir. C'est la période où on veut se rappeler, où on grave de nouveau le nom des victimes de la Deuxième Guerre mondiale sur les vieux monuments de la Première, où on fait beaucoup de cérémonies, où on fête beaucoup les libérateurs, bien évidemment, mais c'est aussi une période plus difficile pour ces gens-là, pour les malgré nous. Donc dans une même famille, on peut avoir 2 frères, un qui a été libérateur, l'autre qui a été malgré nous. Et là, il y a je ne dirais pas qu'il y a une incompréhension, mais il y a une inégalité qui se produit, puisque les malgré nous, voilà, ils ont été soldats allemands, mais ils ont surtout été énormément salis après le procès de Bordeaux. Alors le procès de Bordeaux, c'est le procès où on a jugé les coupables d'Oradour-sur-Glane. Seulement, l'État français n'a pas fait la différence entre les Allemands et les Alsaciens. Alors, sur les Alsaciens, il y a eu un volontaire, c'est vrai, mais les autres étaient des incorporés de force. Et eux n'avaient pas le choix. Ils étaient dans ce régiment et ils ont été jugés. Donc il y a eu énormément, ils ont été condamnés à mort, ils ont été graciés, il y a eu plein de choses. Mais ce drame a fait d'eux et a fait d'une région une incompréhension, puisque on s'en rappelle tous en étant gamin d'avoir entendu des Alsaciens qui partaient dans une autre région et puis on disait « Ah, c'est des 68, c'est des Bauches, c'est des 67, c'est des Bauches ». Ça, on l'a entendu. Tout simplement par cette incompréhension, je pense que là, il y a eu un travail qui n'a pas été fait.
Mais les guerres continuent. Il n'y a plus de guerre ici, mais les guerres continuent. Les hommes partent en Indochine, souvent des anciens de la Deuxième Guerre. Et puis la génération qui suit, elle s'en va où? Elle s'en va en Algérie. Pour eux, c'est pareil, c'est la première fois qu'ils prennent le bateau, c'est souvent la première fois qu'ils quittent le pays. Et la guerre d'Algérie, c'est quand même 8 ans de guerre, 1954-1962. C'est 8 ans de guerre, on appelle ça des événements d'Algérie, on peut les appeler comme on veut, mais bon, pour celui qui est mort là-bas, c'est la même chose que pour celui qui est mort à Verdun. Et pour les familles qui ont perdu quelqu'un, c'est la même chose. L'après-guerre, c'est aussi ce progrès, ce besoin de reconstruction, ce besoin de main-d'œuvre dans les usines, c'est le plein emploi. C'est l'époque où les jeunes ne veulent plus de cette vie paysanne difficile de leurs parents. Parce que être paysan à l'époque, c'est avoir un salaire si tout va bien, ne pas avoir de salaire s'il n'y a pas de bonne récolte. Alors qu'à l'usine, quoi qu'il arrive, il y avait un salaire à la fin du mois. Beaucoup de gens ont fait le choix d'arrêter l'agriculture, de revendre leurs terres et de devenir ce qu'on appelle des ouvriers paysans. Ceux qui ont décidé de rester paysans, ils ont fait quoi? Ils ont investi pour se moderniser, pour investir dans des terres, pour défricher, pour devenir plus gros, parce que le petit mourait automatiquement. Et ces ouvriers paysans, c'était des gens qui, on s'en rappelle tous, c'était des gens qui travaillaient à l'usine, parfois d'équipe, et quand ils rentraient du travail, ils mangeaient vite et ils montaient sur le tracteur, faire les foins, faire les moissons. Ils continuaient à avoir un petit train avec de culture, avec 2 vaches, 3 cochons, leurs lapins, et ils exerçaient les 2 métiers. Donc là, on voit les chaînes de montage. Hein. Beaucoup de gens sont partis chez Peugeot, ce qui a développé aussi les transports en bus dans la région, hein, puisque beaucoup de compagnies de bus emmenaient les ouvriers dans les usines. À l'époque, il y avait des ramassages qui se faisaient partout. Mais cette période d'après-guerre, donc qu'on appelle les 30 Glorieuses, c'était aussi une époque où les gens ont quitté les campagnes et se sont rapprochés des villes pour être plus près pour leur travail, où ils ont construit leur maison, où ils ont vécu à un moment donné dans ces blocs ces immeubles qui poussaient comme des champignons. D'autres sont partis, c'était aussi la grande époque de la fonction publique, beaucoup ont fait des concours au PTT, à la SNCF, ont été mutés dans un endroit ou dans un autre de la France, et ont quitté donc les campagnes, dans ce qu'on peut appeler la désertification des campagnes. Une fois de plus, c'est un déchirement pour toutes ces personnes qui sont nées, comme on dit en 1910, hein, par rapport au titre de la conférence, puisque ceux qui sont partis, c'était leurs enfants. Donc ils ont vu partir leur père pendant la Première Guerre mondiale, ils ont vu partir leurs frères pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles sont parties souvent faire des ménages dans les grandes villes, et là, c'est le déchirement parce que leurs enfants s'en vont. Je vous parlais de la femme au foyer. C'était l'époque, alors les publicités bien sûr montrent des femmes heureuses qui sont au foyer, entourées du super électroménager qui vient de sortir, mais qui coûtait très cher. Cet électroménager, tout le monde ne pouvait pas se l'acheter, du moins pas ici. Il était peut-être présent en ville, il était peut-être présent dans une certaine catégorie de personnes, mais il n'était pas présent partout. Il faut savoir qu'un réfrigérateur, à l'époque, coûtait 3 mois de salaire. Un poste de radio coûtait la moitié d'un salaire. Donc tout le monde ne pouvait pas s'acheter de l'électroménager. Après, un réfrigérateur coûtait 3 mois de salaire, mais il tenait 30 ans.
C'est aussi l'époque de l'arrivée de la télévision. Donc les années 60, la fin des veillées, la fin des discussions, tout le monde commence à rentrer dans les maisons, à regarder sa télé. Le monde change. Voilà, donc on voit le réfrigérateur, on peut faire des provisions, c'est formidable. On peut garder les choses au frais. Je me rappelle encore de ma grand-mère qui gardait son réfrigérateur branché en été et qui le débranchait en hiver, elle mettait les affaires dehors pour économiser le courant. C'est vrai, c'était l'époque. Ensuite, on revient sur cette femme au foyer. Alors, la femme heureuse, elle est au foyer, elle s'occupe de son foyer, de ses enfants, de son mari, c'est formidable. Mais vous pensez que c'était formidable ? Je pense pas. Il faut savoir que les femmes n'ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire qu'à partir de 1965. Donc je pense que l'image et la vérité n'étaient pas du tout la même. Les salles de bain, donc, sont arrivées. Alors, forcément, ce qui s'est passé à l'époque, il y avait la salle de bain, ça a créé des entreprises de plomberie, le monde s'est adapté par rapport à tout ce progrès. Hein. La mode du formica. Donc là, c'était le moderne de l'époque. Pareil, il y avait des menuisiers, il y avait des gens qui allaient faire des meubles. Plein de choses allaient se mettre en place. Mais cette mode, comme je vous ai dit, n'était pas toujours suivie dans les campagnes. Hein. On continue à se chauffer au vieux fourneau à bois. Hein. Alors le vieux fourneau à bois sur lequel qui servait à chauffer, à cuire, à faire chauffer une bouilloire d'eau et à faire sécher le linge. Donc c'était multifonction. Et ça a duré très 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 longtemps. Et on y revient. Mais cette époque, c'est aussi le début des années 70, on remonte relativement vite. C'est aussi l'époque où les petits-enfants, justement, ceux de ces personnes qui ont quitté les campagnes, qui sont allés sur les villes, reviennent en vacances dans les campagnes. Ils reviennent voir les grands-parents. Alors bien sûr, ils vont découvrir des lapins, des poules autrement que dans les livres d'école. Pour eux, ça sera le plein boom. Ils vont vivre différemment avec les grands-parents. Ils vont luger. À l'époque, on pouvait luger sur la route. Donc ils vont luger. Ils vont profiter de chaque saison à la campagne. Alors bien sûr, à la campagne, ce qu'il faut, c'est que quand les petits-enfants viennent, ils viennent souvent avec le train. Le train, il s'arrête à Altkirch, à Dannemarie, à Belfort. Il faut les chercher. Alors il y a de nouveau quelque chose qui doit se créer dans les campagnes. C'est ça. C'est l'arrivée de la voiture. Alors combien de personnes ont passé le permis à 35, 40 ans, voire plus ? Les tout premiers, c'était énorme d'avoir une voiture à l'époque, mais ça permettait justement de chercher ses petits-enfants. Alors la vieille R4, bien sûr, qui démarrait, oui. Parfois on oubliait de retirer le starter et puis elle se noyait. Parfois il fallait la redémarrer à la manivelle, mais ça allait. Puis il n'y avait pas la circulation d'aujourd'hui. De cette arrivée des voitures, il y a eu des nouveaux métiers qui se sont créés. Il y a eu beaucoup de garages qui se sont créés, beaucoup de pompes à essence. Il y avait le pompiste qui faisait le plein. Donc tout ça s'est créé même dans les villages. Et puis on avait quand même encore l'époque où on continuait d'avoir la petite épicerie,
d'avoir le petit boucher, d'avoir tous ces petits magasins dans les villages. À l'époque, quand j'allais chez le boucher avec ma grand-mère, donc c'était dans les années 70, je me rappelle qu'elle disait au boucher, elle lui demandait « Vous avez quoi comme viande aujourd'hui ?» Alors le boucher lui disait « Voilà, j'ai ça, j'ai ça ». Elle réfléchissait 2 minutes et elle disait « Ah ben avec ça, je peux faire ça, ben je vous prends un morceau de ça ». Bien sûr, ce n'était pas tous les jours, mais voilà. Aujourd'hui, la différence, quand on va dans un supermarché, on dit « Je veux ça », on ne demande même plus ce qu'ils ont. Et s'ils n'ont pas, on fait un scandale. Alors les petites épiceries, ça a bien marché, ça a marché longtemps. Mais un jour, durant les années 70, Mammouth est venu écraser les prix. Alors beaucoup de gens prenaient la voiture et puis allaient à Exincourt pour faire des grandes courses chez Mammouth. Alors bien sûr, les prix ne sont pas restés écrasés longtemps, ils ont vite monté. Une fois que les petits épiciers n'étaient plus là, tout est remonté. Les petits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les boulangers, les épiciers, ils ont acheté leurs camionnettes pour essayer de faire concurrence, pour essayer d'aller au plus près des personnes dans les villages. Et puis, on a tous connu les tournées. Quand il y avait le boulanger qui venait klaxonner le matin, quand il y avait le boucher qui venait, quand il y avait tous ces gens-là qui se déplaçaient et qui venaient vendre pratiquement devant la porte de tout le monde. Et ça permettait d'avoir non seulement le produit à disposition, mais ça permettait aussi de discuter. Pour les gens qui étaient un peu isolés, ça permettait d'avoir un contact, d'être au courant de ce qui se passait ailleurs, de prendre des nouvelles d'autres personnes, un petit peu comme le facteur à une certaine époque. Mais ça n'a pas duré non plus, puisque les supermarchés ont poussé comme des champignons. Non seulement autour des grandes villes, mais autour des petites villes aussi. Alors les 30 Glorieuses, ça a duré un moment, mais cette époque de surconsommation, d'insouciance, s'est arrêtée avec la jeunesse en 1968. Là, il y a eu donc, le fameux mai 1968, que vous avez beaucoup mieux connu que moi, puisque moi je n'avais que 4 ans à ce moment-là, qui a été de nouveau un changement énorme dans la société. On en parle dans les villes, on en parle à Paris, on en parle dans les grandes villes, mais il s'est aussi ressenti dans les campagnes, puisque les gens qui habitaient dans les campagnes, qui travaillaient chez Peugeot, ne pouvaient pas aller travailler. Peugeot était bloqué. Les petites usines où il n'y avait pas de grève n'étaient plus approvisionnées. Donc mai 68 a quand même été un choc. Puis la population a changé. On est passé sur l'époque hippie. Donc une époque différente, beaucoup plus légère. Voilà, donc c'est des gens qui ont vécu à un certain rythme. Certaines ont vécu longtemps, d'autres moins, parce qu'elles ont peut-être utilisé un peu trop de substances pas très saines. Mais c'était une époque, ça faisait partie de ceux qui avaient vécu toute cette période. C'était aussi l'époque du grand progrès, du premier homme sur la Lune. Et moi, ça a bercé mon enfance personnellement. C'était Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13. On en parlait, on n'avait pas de télé. Mais les gens étaient assis sur les bancs et puis regardaient sur la Lune et disaient « il y a des hommes qui sont là au-dessus ». C'était quelque chose d'énorme, mais c'était un progrès aussi. Il y a plein de choses qui viennent de ça. Le GPS, il n'y aurait pas eu d'hommes sur la Lune, aujourd'hui on n'aurait pas de GPS. Il n'y aurait pas eu d'hommes sur la Lune, aujourd'hui, pour les mères de famille, il n'y aurait pas eu de couche-culotte. La couche-culotte, c'est les astronautes. Vous voyez, donc toute chose fait progresser,
Je ne juge pas si c'est bien ou si c'est mal, mais toute chose amène quelque chose, ou enlève quelque chose. Dans les années 70, jusqu'à dans les années 80, je me rappelle encore bien des journaux en français et en allemand. Beaucoup de personnes lisaient le français, alors que d'autres ne lisaient que l'allemand. Et ça venait encore, il y avait encore des personnes qui justement habitaient dans ces villages évacués pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne ou en France. Et certaines n'avaient jamais su lire le français de leur vie. C'est la raison pour laquelle on avait les journaux. Je ne sais pas si quelqu'un sait exactement jusqu'à quand ça a duré, mais je pense jusqu'au début des années 80, qu'on avait les deux journaux. Mais les années 80, surtout les années 90, c'est aussi l'époque des délocalisations. C'est l'époque où voilà, on veut produire moins cher, on veut gagner plus. L'entreprise n'a plus pour but de faire vivre une région, l'entreprise a pour but de faire de l'argent. Alors on délocalise le textile, on délocalise d'autres entreprises, et tant pis, y a des gens qui sont à la rue, c'est pas grave. Donc là on voit un ancien qui se retrouve dans une usine qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Donc il y a souvent la nostalgie des gens qui ont tout donné dans leur entreprise pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui voient partir une partie d'eux, quoi. Les années 90, c'est aussi l'époque où les lotissements sortent de terre. C'est l'époque où, justement, ces petits-enfants qui venaient passer les vacances à la campagne trouvent qu'ils sont plus en sécurité dans les villes. Alors ils décident de revenir. Ils se disent, bon, il y a peut-être encore un petit bout de terrain derrière chez la grand-mère, je pourrais peut-être construire une maison. Ou bien ils ont fait un lotissement, je vais construire dans le lotissement. Seulement, ils ne retrouveront plus le village qu'ils avaient connu quand ils étaient gamins. Il n'y aura plus les bancs dans les cours, il n'y aura plus le tas de fumier qui montrait un peu la prospérité de l'agriculteur. Non, les cours sont refaites par des paysagistes, tout est beaucoup mieux aménagé, les maisons sont entourées de haies. On rentre dans un cycle de village, pas mouroir c'était avant, mais dans un cycle de village dortoir, où les gens partent le matin au travail, déposent les enfants à la crèche, reviennent le soir, reprennent les enfants, rentrent la voiture dans le garage, ferment bien le portail et se mettent derrière leur télé, en attendant de repartir au travail le lendemain. Le passage aux années 2000 sera de nouveau un nouveau fossé. On ne sera pas dans la révolution industrielle de la fin du 19e siècle, mais on va rentrer dans une nouvelle révolution beaucoup plus puissante, beaucoup plus dangereuse, qu'il faut maîtriser ou qui pourra amener du bien et du mal. On quittera bien sûr la cabine téléphonique qui se trouvait à la poste avant. On était passé sur le téléphone privé, puis la cabine téléphonique à l'extérieur, pour venir au portable et à l'ordinateur. C'est bien pratique, j'aurais pas d'ordinateur, j'écrirais pas de livre, mais d'un autre côté, quoi qu'il se passe et quoi qui s'est passé pendant les 30 ans, il y a toujours eu un côté pile, un côté face. L'arrivée de l'informatique a quand même détruit beaucoup d'administrations. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller aux impôts pour remplir nos impôts. On n'a plus besoin d'aller à la poste pour envoyer un courrier. On peut envoyer un mail, ça va aussi bien. Donc on a détruit, une fois de plus transformé nos villages
Alors on peut dire nos villages sungoviens, mais les villages de partout. Cette révolution aura changé énormément de choses. Et puis, tout début s'arrête un jour et toute fin donne naissance à un nouveau début. C'est ce qu'on dit. Alors si j'étais né dans le Sungo en 1910, j'aurais sans doute terminé ma vie dans un EHPAD. J'aurais peut-être pensé aux bonnes choses, aux mauvaises choses, aux bons choix, aux mauvais choix, ou à ceux qui m'ont été imposés dans ma vie. Comme toutes ces personnes, j'aurais peut-être parlé, j'aurais peut-être écrit mes mémoires. Mais quoi qu'il en soit, la vie rapide, la vie qu'on mène, ne permet plus aujourd'hui certains maintiens et a énormément changé la vie de ces personnes. Et c'est là je pense qu'il faut se poser une question et se dire, si j'étais celui ou celle qui naîtra demain dans une maternité proche du Sungo, que me réserveront les 100 prochaines années ? Donc là, j'ai pas de réponse. Oui.